Bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. L'histoire que je vais vous raconter se savoure avec le cœur. Commençons. Bonjour à vous mes chers auditeurs. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en pleine forme, serein et prêt pour un récit qui va bouleverser vos émotions. Bienvenue sur la chaîne. Ici, nous explorons ensemble l'arrogance humaine, la trahison et cette forme de justice qui ne s'exprime pas par des cris, mais qui arrive avec élégance, froideur et une précision chirurgicale. Mes amis, auriez-vous pu imaginer qu'une femme perçue par tous comme faible, malade et inutile, soit en réalité une PDG richissime gagnant 500 000 € par mois? Voici l'histoire de Diane. Son mari l'a abandonnée sur son lit d'hôpital, l'insultant de mots cruels, affirmant qu'il lui avait tout pris, leur demeure, leurs biens, et qu'il comptait déjà se remarier. Julien l'a regardé droit dans les yeux pour lui dire « J'ai déjà récupéré l'hôtel particulier et toutes les propriétés. J'ai tout transféré au nom de ma future femme. » Mais que s'est-il passé seulement 2 jours plus tard? Julien appelait Diane, paniqué, car toute sa fortune s'était évaporée comme si elle n'avait jamais existé. Vous n'allez pas croire comment cette femme si calme, qui cachait un immense secret, a totalement renversé la situation. Préparez-vous, car nous allons assister à la chute la plus humiliante d'un homme pétri d'arrogance. Avant de commencer, j'ai besoin d'un petit service. Aimez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines histoires, et activez la cloche de notification. Dites-nous aussi en commentaire depuis quelle ville vous nous écoutez, et écrivez « Je suis là ». Voyons jusqu'où l'histoire de Diane va voyager. Si vous êtes prêts, respirez un grand coup. C'est parti. L'air de la suite VIP de cette clinique privée du 16e arrondissement était froid, stérile. Ce silence glacial contrastait violemment avec le feu qui brûlait dans la poitrine de Diane. Elle était allongée là, sans aucune force. Son visage était livide, mais ce n'était pas à cause d'une maladie grave, contrairement à ce que pensait Julien. C'était le résultat d'un burn-out aigu, un épuisement total causé par sa double vie. Le jour, elle dirigeait secrètement Innovate Global, un géant mondial de la tech spécialisé dans l'intelligence artificielle. À la maison, en revanche, elle jouait les épouses effacées auprès d'un mari qui aimait un peu trop commander. Depuis leur mariage il y a 5 ans, Diane cachait soigneusement sa fortune. Elle laissait Julien croire qu'il était le chef de famille, un entrepreneur brillant, et le propriétaire légitime de leur hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine et de sa collection de voitures de luxe. En réalité, tout cela n'était que le fruit du travail acharné de Diane. Ses biens étaient gérés par des sociétés écrans sous la direction de son avocat personnel, Maître Jonathan Comartin. Diane agissait ainsi pour ne pas froisser l'ego fragile de Julien, qui avait déjà tendance à la prendre de haut. Mais aujourd'hui, la patience de Diane a atteint ses limites. Elle ouvre les yeux au moment où la porte de sa chambre vole en éclats. Julien n'est pas seul. Une jeune femme très maquillée, à la tenue provocante, l'accompagne. Elle dégage cette même arrogance injustifiée que Diane trouve si répugnante chez son mari. Cette femme, c'est Mélanie, la maîtresse de Julien. Jusqu'ici, Diane n'en connaissait l'existence que par des rumeurs et des sous-entendus. Julien s'approche du lit avec un sourire glacial. Mélanie reste près de la porte, les bras croisés, et toise Diane avec un mépris évident. Pour eux, Diane n'est qu'une épave, une femme malade et encombrante dont il se débarrasse enfin. Julien tire une chaise et s'assoit au bord du lit. Aucune trace d'inquiétude sur son visage. Au contraire, ses yeux brillent d'un dégoût mêlé à une satisfaction presque enfantine. Diane tente de se redresser, malgré ses vertiges. Elle fixe son mari. « Pourquoi es-tu là, Julien ?» demande-t-elle d'une voix faible. Julien laisse échapper un petit rire qui lui déchire les oreilles. « Oh, ma pauvre chérie, tu te le demandes vraiment? C'est pourtant évident. Je suis venue te dire adieu. » Le cœur de Diane s'accélère. Elle savait que ce jour viendrait, mais l'entendre de sa bouche reste douloureux. « Adieu ?» répète-t-elle, en essayant de ne pas trembler. Julien se lève et marche vers la fenêtre, comme s'il s'adressait à une foule d'admirateurs. « Oui, adieu. J'en ai assez, Diane. Assez de tes maladies, de ton teint pâle, de tes plaintes, de ta faiblesse. J'ai besoin d'une femme qui m'épaule, qui soutienne ma carrière, pas d'un poids mort dont le seul talent est de croupir dans un lit d'hôpital. » Il se tourne brusquement et désigne Mélanie d'un geste théâtral. « Regarde-la. Elle est en pleine forme, elle est belle, elle a de l'énergie. C'est elle, l'épouse qu'il me faut. » Mélanie esquisse un sourire venimeux et adresse un petit signe de la main moqueur à Diane. Celle-ci a le souffle coupé. Ce n'est plus de la fatigue qu'elle ressent, mais la morsure de la trahison. « Alors, tu veux divorcer ?» demande-t-elle, les larmes aux yeux. Julien éclate de rire. « Le divorce? Ne t'en fais pas pour ça. Tout est déjà réglé. Mon avocat a déposé la demande de divorce hier soir. Tu n'as plus qu'à signer. Simple, n'est-ce pas ?» Il s'approche d'elle et lui murmure à l'oreille d'un ton venimeux. « Mais le plus important n'est pas là, Diane. Il y a autre chose. » Julien sort un dossier épais de sa veste de luxe et l'agite sous ses yeux. « Tous nos biens, tout ce dont tu as profité ces dernières années. L'hôtel particulier de Neuilly, les voitures, les comptes, les investissements. J'ai tout pris. J'ai déjà fait transférer les titres de propriété. J'ai offert le domaine de Neuilly à Mélanie, ma future femme, en cadeau de mariage. Tu ne toucheras pas un centime. J'y ai veillé personnellement. » Il rit de nouveau, un rire gras, empreint d'une stupide arrogance. Diane fixe le dossier, impassible. Mais sous ce calme apparent, le feu de la vengeance commence à couver. Elle observe Julien. Il se prend pour un génie de la finance alors qu'il ne sait rien.
Il ignore qu'il joue une pièce sur une scène que Diane a elle-même bâtie. Mélanie s'approche de la table de chevet. Elle ouvre le tiroir, fouille sans aucune gêne dans les affaires de Diane et grimace. « Mon Dieu, Julien, ta femme a des goûts atroces. Regarde ces nuisettes. On dirait une grand-mère. » Elle jette un vêtement au sol avec dégoût. Julien se contente de sourire. Il la laisse faire, savourant l'humiliation de sa femme. Elle a toujours été comme ça, Mélanie. Vieux jeu, ennuyeuse, sans aucun éclat. Elle ne t'arrive pas à la cheville. Il prend Mélanie par la taille, sous les yeux de Diane, et l'embrasse sur le front. Un geste calculé pour la blesser au plus profond. « Je m'en vais, Diane », lance-t-il en entraînant sa maîtresse vers la sortie. « Profite bien de tes petites vacances à l'hôpital. À ta sortie, n'espère même pas remettre les pieds à la maison. Elle appartient à Mélanie maintenant. On se marie après-demain. Merci pour ces 5 années de grand ennui. Adieu, la malade. » Julien et Mélanie quittent la pièce, laissant Diane seule dans le froid de sa chambre. Elle semble brisée, des larmes coulent sur ses joues, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. C'est de la rage pure. L'humiliation a été trop loin. Diane ferme les yeux, laissant la fureur l'envahir. Dès que le bruit de leurs pas s'efface dans le couloir, elle attrape son téléphone caché sous l'oreiller. Ses mains tremblent, mais de colère. Elle cherche un contact, Maître Jonathan Comartin. Il est son avocat personnel et, avec sa meilleure amie Nathalie, la seule personne au courant de son secret. Car Diane est en réalité la PDG d'un géant de l'intelligence artificielle, avec un revenu personnel de 500 000 € par mois. Julien ne l'a jamais su parce qu'il était bien trop dévoré par son propre ego pour s'intéresser sincèrement à sa femme. Pendant toutes ces années, les biens dont Julien se vantait n'étaient que des propriétés d'entreprises gérées par les structures juridiques de Jonathan. Tout avait été acheté avec l'argent de Diane, et tout pouvait lui être repris facilement, car le contrat de mariage en séparation de biens, que Julien avait signé sans prendre la peine de le lire, laissait l'intégralité de ses actifs sous son contrôle personnel. Maître Comartin venait dans ma chambre immédiatement. Sa voix avait changé. Elle était froide, ferme, autoritaire. Ce n'était plus la voix d'une épouse fragile, c'était la voix d'une PDG impitoyable. Apportez tous les documents de révocation d'actifs et préparez une demande de divorce contre Julien. Assurez-vous que le dépôt soit fait aujourd'hui même. Je veux qu'il comprenne une chose. La femme qu'il vient de traiter de malade vient officiellement de lui déclarer la guerre. Diane prit une profonde inspiration et fixa la porte que Julien venait de fermer. Et Jonathan, assurez-vous qu'il ne puisse pas retirer un seul centime des comptes d'exploitation de mon entreprise. Je veux qu'il perde tout. À partir de maintenant, nous exécutons le protocole des 500 000 €. Elle s'appuya contre ses oreillers. La douleur dans son cœur avait été remplacée par un bloc d'acier pur. Diane allait accorder à Julien et Mélanie exactement une journée pour savourer leur fausse victoire. Qu'ils fêtent cela dans l'hôtel particulier qu'elle était sur le point de leur arracher. Que Julien regrette pour le reste de sa vie d'avoir échangé la femme qui lui avait offert sa fortune contre une maîtresse qui n'en voulait qu'à son argent. Diane ferma les yeux et imagina le visage de Julien, puis celui de Marguerite, sa belle-mère, tout aussi toxique et arrogante. Quand la vérité sur la véritable Diane éclaterait au grand jour, cette vengeance se transformerait en la performance théâtrale la plus coûteuse qu'ils aient jamais vue. Une performance entièrement financée par ses revenus mensuels de 500 000 €. Cette nuit-là, sur ce lit d'hôpital froid, Diane cessa d'être une épouse patiente et tolérante. Elle devint une PDG impitoyable. Diane ne perdit pas une minute. Dès que Julien et Mélanie furent partis, elle appela Nathalie. Nathalie était son seul pont avec le monde réel. Le monde où Diane était une dirigeante respectée et brillante, et non une épouse méprisée et souffrante. Nathalie était au siège de l'entreprise et s'inquiéta immédiatement en entendant le ton glacial et tranchant de son amie. Diane raconta brièvement la visite de Julien, ses insultes dégradantes, la demande de divorce et la façon dont il s'était vanté de saisir ses biens. Nathalie, qui avait passé des années à supplier Diane d'arrêter de jouer la comédie, pouvait à peine contenir sa rage. « Je te le dis depuis des années, Diane, Julien est un parasite. Tout ce qu'il sait faire, c'est dépenser ton argent et se pavaner dans l'illusion d'une réussite que tu as littéralement fabriquée pour lui. » Nathalie criait presque au téléphone. Des années de frustration accumulée transparaissaient dans ses paroles. Diane ferma les yeux. « Je sais, Nat, mais c'est fini maintenant. Il a franchi la limite. Il a décidé que tout cela lui appartenait et l'a offert à une autre femme. Je ne laisserai pas sa stupidité et son arrogance rester impunies. Je veux qu'il perde tout, pas seulement l'argent, Nat. Je veux qu'il perde sa dignité. » Exactement une demi-heure plus tard, Maître Jonathan Comartin, l'avocat personnel de Diane, entra dans sa suite privée. C'était un homme d'un certain âge, calme, d'une intelligence vive, et toujours impeccablement vêtu d'un costume sur mesure. Derrière son attitude polie se cachait une férocité juridique que très peu à Paris pouvait égaler. Dans ses mains, il portait une mallette en cuir remplie des dossiers confidentiels de Diane. Jonathan regarda Diane allongée dans son lit, mais il n'y vit aucune faiblesse. Il vit le feu brûler dans les yeux de sa cliente. « Diane, j'ai bien reçu votre appel. Je suis sincèrement désolé que Julien vous ait traité de la sorte. Quelles sont vos instructions ?» demanda-t-il formellement, mais avec une profonde loyauté dans la voix. Diane lui fit signe de s'asseoir. Ils commencèrent à établir le protocole.
C'était une vengeance construite entièrement selon les règles. Pas de cris, pas de bagarre physique, pas de mélodrame bon marché, juste des dépôts au tribunal, des notifications bancaires et l'inévitable saisie des actifs. Diane expliqua que tous les biens importants, l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine dont Julien se vantait, les 2 voitures de sport de luxe qu'il affichait comme des trophées, et même les parts minoritaires dans la société Écran qu'il essayait de gérer, avaient été achetées par des sociétés Écran entièrement contrôlées par Jonathan Comartin. Julien n'était répertorié que comme simple utilisateur autorisé ou détenteur formel de droits limités, reposant sur une confiance juridique extrêmement fragile. Jonathan préparait le contrat de mariage en séparation de biens que Julien a signé sans le lire. Il stipule clairement que tous les biens acquis avant le mariage ou par mes investissements personnels restent ma propriété exclusive. Déposez-le en même temps que la demande de divorce, ordonna Diane, en se redressant contre ses oreillers, et séparément, préparez les ordonnances de récupération pour les biens qu'il a prétendument transférés à Mélanie. La procédure d'injonction doit être exécutée le plus rapidement possible. L'hôtel particulier est un actif de l'entreprise. Julien n'avait absolument aucun droit légal d'en transférer le titre de propriété. Jonathan esquissa un léger sourire. Ce sera très simple, Diane. Julien s'est avéré être un homme incroyablement imprudent. Il a profité du luxe, mais n'a jamais pris la peine de relire les petits caractères juridiques. Tous vos actifs sont protégés par un blindage de fer. Dès que la demande de divorce sera traitée, les propriétés seront automatiquement gelées et préparées pour être restituées au nom de votre entreprise. J'ai également déjà contacté la banque. Les comptes qu'il croyait être joints sont en réalité des comptes d'exploitation d'entreprise sur lesquels il était autorisé à prélever des fonds. Je vais envoyer une directive à la banque pour geler et rappeler les soldes, ne laissant que le minimum légal requis par la loi. Diane hocha la tête avec une satisfaction sombre. Faites-le aujourd'hui, Jonathan. Je veux que Julien et sa future femme, Mélanie, se marient enveloppés dans leur illusion de réussite. Laissez-les fêter ça. Les alertes bancaires et la saisie des biens seront mon cadeau de mariage personnel. Diane sourit. C'était son premier sourire sincère depuis que Julien était entré dans la chambre, mais c'était un sourire froid, précis et calculateur. Ce soir-là, Nathalie arriva à l'hôpital. Elle apporta des vêtements de rechange, s'occupa des papiers de sortie et insista pour que son amie ne reste pas 1 minute de plus que nécessaire à la clinique. Diane voulait partir elle aussi. La simple idée que Julien puisse croire qu'elle était brisée la dégoûtait. « Je dois rentrer, Nat, mais pas dans cette maison. » « Je vais au siège social, » dit Diane, faisant référence à son appartement de grand standing secret dans le Triangle d'Or, où elle travaillait, tenait des réunions de haut niveau et recevait des clients exclusifs. Julien ne soupçonnait même pas l'existence de cet appartement. « Je dois m'assurer que Julien et Marguerite regardent mon interview exclusive sur TF1 demain soir. Ce sera le coup de grâce. » Pendant ce temps, dans une boutique de créateurs haut de gamme du Triangle d'Or, Julien et Mélanie étaient plongés dans les préparatifs du mariage. Julien débordait de confiance. Il avait l'impression d'avoir atteint le sommet de sa vie. Il avait jeté sa femme malade, s'était emparé de la fortune à laquelle il pensait avoir droit, et épousait maintenant une jeune femme ambitieuse. Mélanie essayait une robe de mariée dont le prix ferait perdre connaissance au commun des mortels. « Julien, chéri, tu es absolument sûr que l'hôtel particulier est déjà à mon nom ?» demanda-t-elle d'un ton génial et exigeant, en passant ses bras autour de son cou. « Je ne veux pas de scène dramatique de la part de cette femme malade. » Julien rit d'un air suffisant. « Bien sûr, bébé. Je suis un homme d'affaires, pas un idiot. Les biens sont verrouillés. J'ai même fait en sorte qu'on lui remette les papiers du divorce aujourd'hui, alors qu'elle était là, sans défense. Elle ne pourra même pas se payer un avocat correct, et encore moins me combattre. Elle appartient au passé. » Julien sortit son téléphone, ouvrit son application bancaire et montra le solde impressionnant à Mélanie. « Regarde, nous avons énormément de liquidités. Ne sois pas timide. Achète la robe que tu veux. » Ailleurs, Marguerite, la mère de Julien, appelait son fils. Elle avait toujours méprisé Diane, la considérant comme une fille issue d'un milieu pauvre indigne de leur cercle social, et elle soutenait totalement la décision de son fils de divorcer. « Julien, j'ai appris que tu en avais enfin fini avec cette Diane, » dit-elle joyeusement. « C'est une bonne chose, mon fils. Une femme comme elle n'apporte que du malheur dans un foyer. Mélanie est un bien meilleur choix. Elle est d'un tout autre niveau. Elle va élever ton statut social. » Julien se vanta joyeusement. « Bien sûr, maman, Diane n'aura rien. J'ai déjà transféré le domaine au nom de Mélanie. Tu peux être tranquille. » Quand Diane sortira de l'hôpital, elle sera pratiquement à la rue. Marguerite rit aux éclats. Ensemble, ils célébrèrent la souffrance de Diane. La mère et le fils savourèrent chaque seconde de leur victoire illusoire, ignorant totalement qu'en coulisses, leur destin tout entier avait déjà été réécrit par la femme, même qu'ils jugeaient impuissante. Au coucher du soleil, Diane était déjà de retour dans son appartement secret. Elle se changea pour un tailleur de luxe, parfaitement ajusté. Son élégante veste sombre soulignait cette autorité qu'elle ne comptait plus cacher. Assise derrière un bureau imposant face à plusieurs écrans, elle regardait les indicateurs de performance de son entreprise s'envoler. Nathalie était assise en face d'elle, observant la transformation de son amie avec une admiration absolue. Elle lui tendit un verre d'eau, en lui demandant si elle était prête.
rappelant que Julien se mariait le lendemain et que c'était le dernier jour où il se sentirait riche. Diane prit une lente gorgée. Elle affirma être prête. Elle voulait le laisser se marier, pour qu'il atteigne le sommet de ce bonheur illusoire avant qu'elle ne le précipite dans une misère absolue. Elle tourna l'un des écrans vers Nathalie et lança une vidéo enregistrée par une application de caméra cachée sur son téléphone depuis son lit d'hôpital. Sur l'écran, Julien prononçait son discours cruel et dégradant. Diane expliqua que ce serait la preuve ultime devant le tribunal et l'amorce parfaite pour son interview télévisée. Diane appela ensuite Maître Jonathan Comartin. Elle lui demanda de s'assurer que les notifications de révocation d'accès aux actifs sur tous les comptes auxquels Julien avait accès soient envoyées le lendemain matin, précisément le jour de son mariage. Elle voulait que ce soit leur surprise au réveil, sans aucun retard. Maître Comartin confirma professionnellement que tout se déroulait exactement comme prévu. Diane mit fin à l'appel et regarda par les baies vitrées la ligne d'horizon scintillante de Paris. Elle ne plaignait pas Julien. Elle regrettait seulement les 5 années gâchées à feindre la faiblesse pour ménager l'ego d'un homme qui ne l'avait jamais mérité. Le temps était écoulé. L'histoire de la chétive Diane s'arrêtait, ce soir. Demain, Diane, la PDG gagnant 500 000 € par mois, se relèverait, reprendrait tout ce qui lui appartenait et chasserait Julien et Marguerite de leur trône d'arrogance. Elle ne laisserait plus jamais personne d'évaluer son travail acharné, sa force ou son cœur. Diane était prête pour un nouveau chapitre, celui qui ferait découvrir à Julien le vrai sens du mot panique. L'air du matin sentait la victoire et la satisfaction. Julien se réveilla avec un immense sourire. C'était le jour de son mariage, le jour où il pensait devenir officiellement le seul maître de son empire luxueux. Le jour où il se débarrasserait définitivement de Diane, cette femme qu'il considérait comme une maladie et un fardeau. Il séjournait dans une suite d'un hôtel 5 étoiles où lui et Mélanie organisaient une réception somptueuse. Plus tard, Julien fixa son reflet dans le miroir, se sentant puissant, beau et accompli. Dans son esprit, il était un gagnant absolu, un homme qui avait trompé le destin et écarté l'obstacle nommé Diane. Avant de commencer à s'habiller, son téléphone retentit suite à plusieurs notifications bancaires consécutives. Au début, Julien les ignora, pensant qu'il s'agissait de simples publicités matinales. Mais les alertes continuèrent, persistantes et agressives. Agacé, il déverrouilla son téléphone et ouvrit l'application bancaire. Ses yeux s'écarquillèrent instantanément. Il fixa l'écran comme s'il venait de prendre feu. Le solde du compte principal qu'il utilisait pour ses affaires, un compte censé contenir des millions d'euros, venait de chuter brutalement à presque zéro. Il ne restait que quelques milliers d'euros. La même chose s'était produite sur ses autres comptes liés. Il hurla, en demandant ce qui n'allait pas avec cette banque stupide, avant de jeter son téléphone sur le lit. Il se persuada qu'il s'agissait d'un bug informatique ou d'un piratage. Il essaya désespérément d'appeler son gestionnaire de fortune, mais personne ne répondit. Une sueur froide perla sur son front. Comment était-ce possible? Il avait retiré une somme importante pour les frais du mariage 2 jours plus tôt. L'argent était censé être en sécurité. Il tenta de se calmer, se disant que ce n'était qu'un problème temporaire. Dans la suite adjacente, Mélanie se préparait. Elle rayonnait dans sa robe de créateur absurdement chère, sentant qu'elle avait enfin atteint les sommets. Elle épousait un millionnaire et recevait un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine en cadeau. Elle exhiba sa nouvelle bague en diamant à la maquilleuse, se vantant fièrement que le domaine était déjà à son nom et qu'elle serait bientôt la maîtresse de maison. Soudain, la porte s'ouvrit violemment et Julien fit irruption dans la pièce. Son visage n'était plus suffisant. Il était pâle, presque gris. Une panique pure brûlait dans ses yeux. Il annonça à Mélanie que quelque chose n'allait pas et que presque tout l'argent avait disparu des comptes. Mélanie, qui souriait une seconde auparavant, fronça les sourcils. Elle demanda qui oserait prendre son argent le jour de leur mariage, suggérant que c'était probablement Diane, cette psychopathe malade qui cherchait à se venger. Julien secoua la tête frénétiquement. Il affirma que c'était impossible, qu'elle pourrissait dans un lit d'hôpital, impuissante et sans aucun pouvoir. Et de toute façon, il s'agissait de comptes d'exploitation pour son entreprise, pas la sienne. Il faisait les 100 pas dans la pièce. Sa panique contaminait rapidement Mélanie. Il n'était qu'à quelques heures de la réception, et Julien réalisa soudain qu'il n'avait peut-être même plus assez de liquidités pour couvrir les derniers paiements de l'hôtel et des prestataires. Au même moment, Marguerite se préparait dans son vieil appartement d'Aubervilliers. Elle appela son fils pour le féliciter, la voix débordante de joie. Elle lui dit que c'était le plus beau jour de sa vie, qu'il était enfin libre de cette femme maudite et qu'elle était ravie qu'il épouse Mélanie. Julien essaya de garder une voix stable pour que sa mère ne détecte pas sa détresse. Il la remercia, puis mentionna un petit problème technique avec la banque. Il lui demanda si elle avait de l'argent liquide chez elle ou si elle pouvait lui faire un virement qu'il lui rembourserait plus tard. Il ne pouvait pas se résoudre à lui dire la vérité. Il craignait que Marguerite ne fasse une crise et ne gâche complètement la journée du mariage. Pendant que Julien et Mélanie se noyaient dans ce naufrage financier soudain, Diane sirotait paisiblement son thé matinal dans son appartement de Paris. Elle avait déjà reçu le rapport de confirmation de maître Jonathan Comartin.
Toutes les directives de révocation des fonds avaient été exécutées exactement à 8 heures. Diane sourit. C'était la surprise matinale parfaite. Elle s'installa dans un fauteuil en cuir moelleux dans son bureau à domicile. Nathalie était à ses côtés, tout aussi ravie. Diane lui demanda comment il devait réagir à cet instant précis. Nathalie rit doucement. Elle imagina Julien courant dans sa chambre d'hôtel, comme un poulet sans tête, persuadé qu'il s'agissait de magie noire. Jamais il n'imaginerait que la femme malade qu'il avait jetée avait tout orchestré. Nathalie regarda Diane avec une immense fierté. Elle lui dit qu'il était temps de se préparer, car l'équipe de stylistes allait bientôt arriver. Son apparition lors de l'interview exclusive ce soir devait faire l'effet d'une bombe. Cette interview était l'arme secrète de Diane. Elle avait été invitée par TF1 pour discuter du succès fulgurant de son entreprise et de ses projets d'expansion mondiale. Elle avait accepté, mais à une condition stricte. L'émission devait être diffusée en prime time et on lui accorderait une séquence pour parler de sa vie personnelle. Le but n'était pas seulement d'afficher sa richesse. Diane avait l'intention de démasquer publiquement sa véritable identité devant Julien et Marguerite, détruisant totalement leur illusion qu'elle était pauvre et sans défense. Ce soir-là, la réception de mariage de Julien et Mélanie commença avec une musique forte, des arrangements floraux extravagants et des invités souriants. Mais derrière le sourire crispé de Julien, son anxiété montait en flèche. Il ne cessait de consulter son téléphone, attendant une réponse de la banque ou de son avocat. Mais il n'y avait rien. Il avait dû racler ses dernières économies juste pour payer une fraction du personnel de l'hôtel et des fournisseurs afin de maintenir la fête. Mélanie sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle essayait de garder son sang-froid, focalisée sur son nouveau statut de grande dame et sur l'hôtel particulier qu'elle croyait l'attendre. Alors que Julien et Mélanie prenaient des photos avec les invités, maître Jonathan Comartin entra dans la salle de bal de l'hôtel. Il n'était pas venu en tant qu'invité, mais en tant que représentant légal de Diane. D'un pas calme et assuré, il se dirigea droit vers Julien. Le visage de ce dernier se crispa immédiatement. Il lui demanda ce qui se passait et s'il était là en tant qu'invité, essayant de forcer un sourire. Maître Comartin ne lui rendit pas son sourire. Il annonça qu'il était présent au nom de sa cliente, Diane. Il déclara avoir déposé le jour même la demande de divorce officielle et lui remit sa convocation devant le tribunal. Il lui tendit une épaisse enveloppe Kraft. Il précisa qu'à cette demande étaient jointes les ordonnances judiciaires gelant et révoquant l'accès à tous les biens immobiliers et véhicules appartenant à la société de sa cliente, dont il avait eu jusqu'alors l'usage autorisé. Cela inclut la propriété de Neuilly-sur-Seine que vous considérez comme la vôtre, ainsi que les voitures de sport que vous conduisez. Julien devint livide. Il devint plus pâle encore que Diane sur son lit d'hôpital. Quoi ? C'est impossible. Ces biens sont à moi. Diane n'a pas cet argent. Ce n'est qu'une femme au foyer malade que j'ai entretenue, cria-t-il. Maître Comartin secoua la tête. Diane est la PDG et l'unique fondatrice d'Innovat Global, un conglomérat technologique dont la valeur se chiffre actuellement en milliards d'euros. Chaque bien que vous avez utilisé au cours des 5 dernières années est une propriété de l'entreprise, protégée par le contrat de mariage en séparation de biens que vous avez personnellement signé. Vous n'avez jamais détenu que des droits d'usage temporaire, Julien, et ces droits ont officiellement pris fin aujourd'hui. Parallèlement, une demande de divorce a été déposée pour abandon du domicile conjugal et humiliation publique. Julien serra l'enveloppe si fort que ses articulations en devinrent blanches. Il vit Mélanie debout juste à côté de lui. Elle avait entendu chaque mot et semblait totalement sous le choc. Julien essaya désespérément de sauver les meubles. Tout cela n'est qu'un petit jeu malsain de sa part. Elle n'aura rien. Je vais l'attaquer en justice. Maître Comartin sourit froidement. C'est votre droit, naturellement, mais je suis légalement tenu de vous avertir. Demain matin, l'équipe de recouvrement des biens commencera ses opérations. Je vous conseille vivement, à vous et à Mélanie, de ne pas passer votre nuit de noces dans cet hôtel particulier, car légalement, vous commettez une violation de domicile. Félicitations pour votre mariage, Julien, et j'espère sincèrement que vous ne serez pas trop surpris par ce que vous verrez au journal de TF1. Maître Comartin tourna les talons et sortit, laissant Julien complètement paralysé au milieu de sa propre réception de mariage. Les invités commençaient déjà à chuchoter. Mélanie s'approcha, le visage déformé par la rage. « Julien, qu'est-ce que ça veut dire ? La maison n'est pas à toi. Tu m'as menti, hurla-t-elle, ne se souciant plus de l'assistance. Julien essaya de la calmer, mais il était lui-même au bord de la crise de nerfs. La journée qui devait être la plus heureuse de sa vie s'était transformée en un désastre absolu. Il avait perdu son argent et se retrouvait visé par une plainte massive. Et le plus humiliant de tout était de découvrir que Diane, cette femme dont il se moquait ouvertement en la traitant de fardeau malade, était en réalité une multimillionnaire qui tenait toute son existence entre ses mains depuis des années. Julien réalisa enfin qu'il avait jeté un diamant pour ramasser un caillou. Et maintenant, ce diamant l'attendait avec un fouet juridique. La nuit de noces, qui aurait dû être le sommet du bonheur pour Julien et Mélanie, se transforma en un cauchemar inéluctable. Après la confrontation humiliante avec maître Jonathan Comartin dans la salle de bal, Julien traîna Mélanie jusqu'à leur suite. Ses émotions oscillaient violemment entre la fureur, une honte brûlante et une terreur pure.
Il frappa la table du poing, renversant une coupe de champagne, hurlant comme si l'univers entier avait conspiré contre lui. Mélanie, qui jouait le rôle d'une mariée éperdument amoureuse le matin même, semblait maintenant prête à mordre. Sa robe incroyablement chère paraissait soudainement lourde, presque comme une tenue de deuil. « Julien, dis-moi tout de suite que ce n'est pas vrai. La maison n'est pas à toi. Les voitures ne sont pas à toi, exigea-t-elle, la voix tranchante comme une lame. Tu m'as dit que Diane était une ratée fauchée, que tu maintenais à flot. Tu es un menteur. Julien s'attrapa les cheveux. Je n'ai pas menti. J'étais absolument certain que tout était à moi. J'ai payé des choses. Je me suis occupé des papiers. J'ai géré les propriétés. Il essaya de se défendre, mais sa voix tremblait. Une graine de doute mortel s'enracinait lentement dans sa poitrine. Les paroles de Maître Caumartin sur le fait que Diane était la PDG d'un empire technologique de plusieurs milliards d'euros l'avaient frappé comme un coup de massue. Cela semblait physiquement impossible. Diane, cette femme calme et chétive qui passait son temps à traîner dans la maison ou à lire de vieux livres dans sa chambre. Ils passèrent toute leur nuit de noces, non pas à célébrer, mais à se hurler dessus. Mélanie était furieuse parce qu'elle se sentait totalement escroquée. Elle avait épousé Julien pour sa richesse, qui s'avérait être celle de quelqu'un d'autre. Julien était furieux parce qu'il réalisait seulement que pendant 5 années entières, il avait été un petit chien de salon secrètement financé par sa propre femme. À 22h, Julien appela sa mère, Marguerite. Elle venait de rentrer de la réception, débordante de fierté, et répondit au téléphone d'un ton ravi. « Qu'y a-t-il, mon fils? Ta mère te manque déjà? Comment se passe la nuit de noces ?» Julien ne put plus se retenir. « Maman, tu dois te rendre à l'hôtel particulier de Neuilly immédiatement. Nous avons d'énormes problèmes. » Il déballa tout, l'arrivée de Maître Caumartin, les documents signifiés, le divorce et pire encore, la menace de saisie de la propriété dès le matin. Marguerite, qui riait joyeusement une seconde auparavant, resta pétrifiée. « Quoi? Qu'ils prennent la maison? Impossible. Cette Diane n'a rien. C'est peut-être juste une tactique d'intimidation. » Ce n'est pas une tactique. Maman, Maître Caumartin a dit que Diane est la PDG d'un conglomérat technologique. Elle possède des milliards d'actifs. Nous devons y aller tout de suite pour prendre tout ce qui a de la valeur avant qu'il n'arrive, hurla Julien. La panique pure de son fils fit enfin réaliser à Marguerite la gravité de la situation. Elle appela précipitamment un Uber pour se ruer vers le luxueux domaine, qui s'apprêtait à ne plus être leur sanctuaire personnel. Pendant ce temps, Diane était dans son penthouse secret, se préparant calmement pour son passage à la télévision. Plus tard dans la soirée, elle lut le rapport de situation de Maître Jonathan Caumartin. Julien et Mélanie n'avaient pas encore quitté l'hôtel, mais Marguerite était en route pour l'hôtel particulier de Neuilly. Diane n'eut qu'un faible sourire glacial. Julien est trop arrogant pour croire que tout cela est réel. Laissons-les être totalement surpris. À demain matin, Maître Caumartin, dit-elle posément. Le lendemain matin, Julien et Mélanie se précipitèrent hors de l'hôtel et prirent un taxi directement vers l'hôtel particulier de Neuilly. En arrivant devant les grilles principales, ils virent un énorme camion de déménagement portant le logo d'une société de recouvrement de biens haut de gamme. Julien sauta du taxi. Ses vêtements étaient froissés, ses yeux injectés de sang après une nuit blanche de dispute. « Hé, qu'est-ce que vous foutez? C'est ma maison. Vous n'avez pas le droit d'entrer !» hurla-t-il à 2 hommes baraqués qui coupaient le cadenas du portail. L'agent principal resta de marbre. Il sortit une ordonnance judiciaire autorisée et traitée par le cabinet de Maître Jonathan Caumartin. « Veuillez m'excuser, monsieur. En vertu de cette ordonnance judiciaire, ce bien immobilier et tous les actifs qu'il contient sont enregistrés au nom d'Innovad Global. Nous avons été mandatés pour procéder à une saisie complète et libérer les lieux aujourd'hui. Vous ne détenez plus aucun droit légal sur cette propriété. » Julien arracha le papier et essaya de le déchirer. « Non, c'est une fraude. J'appelle mon avocat. Vous ne pouvez pas faire ça. » À ce moment-là, Marguerite arriva. Voyant son fils se disputer avec l'équipe de recouvrement, elle se précipita hors de sa voiture. « Arrêtez tout de suite. Ne touchez pas à cette maison. Mon fils en est le propriétaire. Où est cette maudite Diane? Dites-lui de sortir et de me regarder dans les yeux, » hurla-t-elle de manière hystérique. L'agent principal ne cilla pas. « Nous exécutons une ordonnance judiciaire, madame. Si vous refusez de coopérer, nous demanderons l'intervention de la police. » Julien, Marguerite et Mélanie bousculèrent les hommes et coururent à l'intérieur, essayant désespérément de saisir tous les objets de valeur qu'ils pouvaient emporter. Mais dès qu'ils atteignirent le grand salon, ils s'arrêtèrent net. Assise calmement sur le canapé italien sur mesure se trouvait Nathalie, la meilleure amie de Diane. À ses côtés se tenait Maître Jonathan Caumartin, entouré de plusieurs gardes de sécurité, privés imposants. Nathalie afficha un sourire sarcastique et acéré. « Bonjour Julien, Mélanie, Marguerite. Félicitations pour le mariage. C'est juste dommage que vous ayez choisi un moment si malvenu. Nous sommes ici pour récupérer un cadeau de mariage de la part de Diane, avec un peu de retard. » Julien pointa un doigt tremblant vers elle. « Nathalie, tu es sa complice. Où est ma femme? Dis-lui de venir ici tout de suite. J'exige de lui parler. » Nathalie but une lente gorgée de son café chaud. « Diane ne viendra pas, Julien. Elle est occupée. Elle n'a pas de temps à accorder à un mélodrame de bas étage comme celui-ci. C'est une PDG, tu te souviens? » Mais elle a tout de même transmis un message. Toutes les affaires personnelles de Julien seront emballées dans 4 cartons
et placé sur le trottoir. Tout le reste appartient à la société et fait l'objet d'une saisie immédiate. Marguerite hurla. Des affaires personnelles? Non. Les meubles, les bijoux, les œuvres d'art, les vases, tout cela est à nous. Nous nous en sommes servis. Maître Caumartin s'avança. Je suis navrée, Marguerite, mais chaque meuble, chaque œuvre d'art, chaque appareil électronique, et même les vases sur cette table, sont enregistrés comme inventaire de la société. Tout a été acheté sous les entités morales de Diane. Julien n'a légalement droit qu'à ses vêtements, son rasoir et sa brosse à dents. C'est tout. Pour Julien, c'était comme si sa réalité s'était définitivement effondrée. Il se tourna vers Mélanie, mais elle le fixait avec un mélange de dégoût pur et de rage absolue. Mélanie comprenait enfin la vérité. Julien n'avait vraiment rien. Toute la fortune qu'il avait utilisée pour l'attirer n'était qu'un décor de théâtre temporairement emprunté. Tu n'es qu'un imposteur, Julien. Tu m'as dit que tu étais riche. Tu m'as dit que tu étais un grand entrepreneur, mais tu n'es qu'un raté fauché qui vit des allocations de la femme que tu traitais de malade. Mélanie cracha ces mots. Elle arracha sa bague de fiançailles en diamant et la lui jeta directement au visage. Je ne veux absolument plus rien avoir à faire avec toi. Je demande l'annulation du mariage. Mélanie sortit précipitamment de la maison, laissant Julien sombrer dans un double désespoir. Sa toute nouvelle épouse l'avait quitté le jour exact de la saisie de ses biens, et toute sa fortune s'était évaporée. Marguerite saisit le bras de Julien et commença à hurler sur Nathalie et Maître Caumartin. « S'il vous plaît, ne prenez pas la maison. Nous n'avons nulle part où loger. Diane est un monstre. Comment a-t-elle pu faire ça? Elle n'a pas de cœur. » Nathalie se leva et lança un regard froid à Marguerite et Julien. « Vous demandez pourquoi? Regardez-vous dans un miroir, Marguerite. Vous et votre fils avez humilié Diane au moment précis où elle était la plus vulnérable. Vous l'avez traitée de femme maudite et de fardeau. Vous vous êtes moqué d'elle alors qu'elle était sur un lit d'hôpital. Ce que Diane fait en ce moment n'est pas de la cruauté. C'est une justice parfaitement légale et hautement calculée. Une justice financée par 500 000 € par mois. » Au milieu du chaos, Julien, pratiquement brisé, sortit son téléphone et composa le numéro de Diane. Il voulait supplier, implorer, la forcer à annuler la saisie. Et enfin, l'appel pitoyable et paniqué de l'ex-mari eut lieu. « Diane, c'est moi, Julien. S'il te plaît, arrête tout ça. Je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Ne me prends pas cette maison. Je vais annuler le mariage avec Mélanie. Je reviendrai vers toi. Je m'occuperai de toi. » À l'autre bout du fil, Diane, qui se faisait maquiller par un professionnel pour son interview sur TF1, tenait le téléphone avec un calme suprême. « Revenir vers moi? T'occuper de moi ?» Diane rit, mais il n'y avait aucune douleur dans ce rire. C'était le rire d'une victoire absolue. « Je n'ai pas besoin d'un garde-malade, Julien. J'avais besoin de ma liberté. La maison est déjà en cours de saisie. Mélanie t'a déjà quitté. Et tu sais quoi? Je ne suis plus malade. Il s'avère que la cause profonde de ma maladie, c'était toi. Diane, s'il te plaît, si tu prends la maison, laisse-moi au moins mon argent. Il ne me reste absolument plus rien. » Diane marqua une pause. « Ton argent? Cet argent n'a jamais été à toi, Julien. Il appartenait à ma société. Tu n'étais qu'un utilisateur autorisé, et j'ai révoqué ton autorisation. Maintenant, je vous suggère, à Marguerite et à toi, de quitter les lieux immédiatement, avant que mon équipe de sécurité ne vous expulse physiquement. Profite bien de ta vraie vie, Julien. Une vie sans masque et totalement sans mon argent. » Diane mit fin à l'appel, un sourire serein flottant sur ses lèvres. Julien laissa tomber son téléphone. Il regarda Nathalie et Maître Caumartin, et son visage devint celui d'un homme qui réalisait la vérité bien trop tard. Il venait de tout perdre. Et le plus atroce, c'était qu'il venait de supplier à genoux cette même femme qu'il tournait en dérision en tant qu'épouse maladive il y a à peine 48 heures. Le chaos à l'intérieur de l'hôtel particulier de Diane s'acheva par une expulsion profondément douloureuse. Julien et Marguerite furent escortés hors de la maison, qui avait été le symbole de leur luxe et de leur fierté pendant des années. Ils s'y habituent, ont la vie dure. Ils se tenaient sur le trottoir à côté de 4 boîtes en carton abîmées contenant les derniers vêtements de Julien. Leurs visages étaient couverts de la poussière de la défaite et d'une honte brûlante qu'ils ne pouvaient plus cacher. Marguerite sanglotait de manière hystérique, totalement incapable de traiter la réalité. « Julien, ce n'est pas juste. Comment cette femme a-t-elle pu avoir autant d'argent? Elle a dû passer un pacte avec le diable. Où allons-nous vivre, mon fils? Je refuse de vivre dans un taudis. » Elle hurla, frappant la poitrine de Julien avec ses poings. Julien, toujours écrasé par la trahison de Mélanie et la dure réalité de sa pauvreté soudaine, devait maintenant endurer la colère de sa mère. « Calme-toi, maman. Nous trouverons un autre avocat, quelqu'un de meilleur que maître Jonathan Caumartin. Nous allons poursuivre Diane en justice, mais sa propre voix sonnait creuse et sans espoir. Sans autre option, ils furent contraints d'appeler un taxi bon marché pour se rendre dans un petit appartement, au loyer modéré à Aubervilliers, là où Julien vivait avant d'épouser Diane. C'était le seul bien immobilier qui lui appartenait réellement, un héritage délabré de son défunt père. C'était minuscule, négligé, et d'un contraste brutal avec le style de vie opule auquel il s'était habitué au cours des 5 dernières années. Marguerite se plaignit et maudit Diane pendant tout le trajet. Lorsqu'ils entrèrent dans le petit appartement poussiéreux, ils furent accueillis par l'obscurité et un lourd silence. L'endroit ressemblait à une cellule de prison après l'immense domaine de Neuilly-sur-Seine qu'ils venaient de perdre. Pendant que Julien et Marguerite sombraient dans le désespoir,
Diane préparait ses débuts publics. Elle n'était plus étendue, faible, sur un lit d'hôpital. Vêtue d'une élégante robe de soirée de créateur, avec une coiffure et un maquillage impeccables, elle ressemblait à la déesse de la victoire. Nathalie se tenait à proximité, la regardant avec une admiration totale. L'interview exclusive était prévue à 1 heure de grande écoute sur TF1, précisément au moment où le plus grand nombre de téléspectateurs, y compris Julien et Marguerite, seraient assis devant leur télévision. « Est-ce que c'est trop, Nat? Est-ce que j'ai l'air d'un tyran d'entreprise impitoyable ?» Diane demanda cela avec un léger sourire. Nathalie secoua la tête. « Tu as l'air d'une PDG farouchement juste. Tu reprends ce qui t'appartient, Diane, et tu donnes simultanément à Julien et Marguerite la leçon de réalité la plus coûteuse de leur vie misérable. » Elle tendit à Diane un magnifique collier de diamants. « Ton collier porte bonheur. Il est temps de porter la vraie couronne. » Dans le studio de télévision brillamment éclairé, Diane était assise en face d'un célèbre présentateur du journal télévisé. L'entretien commença en douceur. Ils discutèrent de la stratégie révolutionnaire de son entreprise en matière d'IA, des développements technologiques et de l'expansion mondiale. Puis, l'animateur pivota habilement vers le sujet personnel. « Diane, vous êtes une femme extraordinaire avec une carrière incroyablement impressionnante, mais des rumeurs circulent selon lesquelles votre vie personnelle a récemment connu un bouleversement massif. Êtes-vous prête à partager un peu de cela avec nos téléspectateurs ce soir ?» Diane prit une inspiration, son regard fixé directement sur l'objectif de la caméra, comme si elle ne s'adressait pas à des millions de téléspectateurs, mais directement au salon de Julien et Marguerite. « Oui, je le suis, car je crois que mon histoire peut servir de leçon cruciale pour de nombreuses femmes. Pendant 5 ans, j'ai vécu dans l'ombre d'un homme qui n'a jamais compris ma vraie valeur. J'ai caché mon identité et ma fortune pour éviter de blesser son ego fragile. Je l'ai laissé utiliser mes maisons, mes voitures, et un style de vie que je finançais entièrement moi-même. Et comment vous a-t-il remercié pour cela? Il m'a traité de fardeau malade, m'a abandonné sur un lit d'hôpital et a déclaré haut et fort qu'il saisissait tous mes actifs d'entreprise pour les donner à sa nouvelle maîtresse. Il m'a défié. Il m'a dit que mes biens m'avaient déjà été retirés. J'ai accepté son défi. Il m'a fallu exactement 48 heures pour récupérer tout ce qui m'appartenait légalement. J'ai gelé tous les fonds, révoqué son accès à tous les actifs de la société et demandé le divorce. Mais plus important encore, je l'ai fait avec le sourire, car je savais qu'il venait de rejeter volontairement la femme qui finançait toute son existence à hauteur de 500 000 € par mois. Diane termina son intervention par une déclaration puissante. Ne sous-estimez jamais une femme. Parfois, le silence et la douceur ne sont que le masque d'une force inimaginable. Lorsque ce masque tombe, vous ferez face aux conséquences de chaque insulte. Pendant ce temps, dans le sombre appartement d'Aubervilliers, Julien et Marguerite regardaient l'interview sur une vieille télévision déglinguée. Ils étaient assis dans un silence absolu, incapables de détacher leurs yeux de l'écran. Le visage radieux de Diane, sa robe luxueuse et sa confirmation publique d'un revenu mensuel de 500 000 € s'abattirent sur eux comme un ouragan de catégorie 5. « Julien, c'est Diane. L'entreprise est à elle. C'est elle qui a payé pour nos vies pendant tout ce temps. » Marguerite eut un souffle coupé. Sa voix n'était plus remplie de colère, mais d'une terreur profonde. Julien ne pouvait pas parler. Il fixait la femme qu'il avait dégradée il y a seulement 2 jours, et qui siégeait désormais sur un trône de dignité, portant une couronne de richesse qu'il ne pouvait même pas commencer à concevoir. Il comprit enfin quelle erreur monumentale il avait commise. Il n'avait pas seulement chassé une épouse fidèle, il avait jeté par la fenêtre la source même de son confort, de son statut et de sa richesse. La panique de Julien se transforma rapidement en un regret profond et nauséeux. Chaque mot cruel qu'il avait craché dans cette chambre d'hôpital résonnait désormais dans son esprit comme la preuve indiscutable de sa propre stupidité. « C'est impossible, maman. Tout ça n'est qu'un mensonge. Elle veut juste se venger. Elle veut nous faire passer pour des idiots sur TF1. » Julien essayait de nier l'évidence, mais sa voix se brisa. Au fond de lui, il le savait déjà. Tout ce que Diane avait dit était la pure et douloureuse vérité. À l'instant même où l'émission se termina, le téléphone de Julien sonna. C'était Maître Jonathan Comartin. Julien répondit d'une voix hésitante. « Allô ?» La voix de Jonathan était glaciale. « Julien, j'imagine que Marguerite et vous avez apprécié l'interview de Diane. Je vous appelle pour vous informer que la procédure de divorce et la récupération des biens passent à l'étape suivante. Ah, une dernière chose. Mon équipe vient de saisir les 2 voitures de sport de luxe garées devant votre immeuble. Ces véhicules appartiennent également à la société. Je vous suggère de revoir l'interview de Diane en ligne. C'est probablement le seul divertissement qu'il vous reste. » Jonathan raccrocha avant que Julien ne puisse dire un mot. Julien laissa tomber son téléphone et se précipita hors de l'appartement, dévalant les escaliers jusqu'à la rue. Juste devant son immeuble, 2 énormes dépanneuses emportaient ses précieuses voitures de sport. Ces voitures étaient les symboles ultimes de sa fierté. Elles disparaissaient maintenant dans la nuit. Julien hurla, mais sa voix s'étrangla. Il n'avait pas seulement perdu l'hôtel particulier et l'argent. Maintenant, il n'avait même plus une voiture correcte. Il était véritablement revenu à zéro. Mais cette fois, il n'avait plus aucune dignité. Marguerite courut derrière lui. En voyant les voitures se faire remorquer,
Elle saisit le bras de son fils. « Mon fils, nous devons aller lui demander pardon. Nous devons la récupérer. Elle est notre seul espoir. » Julien leva les yeux vers le ciel sombre de la ville, sa sueur se mélangeant à ses larmes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il saisit pleinement la réalité. Le cadeau de mariage que Diane lui avait fait n'était pas un hôtel particulier saisi. C'était l'effacement total et complet de toute sa vie. Diane l'avait vaincu, non pas par des cris, mais avec un pouvoir que Julien ne pouvait même pas concevoir. Elle l'avait poussé du sommet de son arrogance pour le précipiter tout en bas, dans la pauvreté et les regrets éternels. Cette nuit-là, Julien s'endormit comme l'homme le plus repentant de la planète, tandis que Diane s'endormit dans la peau de la PDG, la plus puissante de la ville. Le lendemain de la saisie des voitures, Julien se réveilla dans cet appartement étroit et étouffant avec une forte nausée. Il essayait d'assimiler ce cauchemar, qui était devenu sa réalité permanente. Oui, Julien, cet homme arrogant et sûr de lui, était désormais totalement ruiné. Marguerite dormait sur le vieux canapé défoncé juste à côté. Son visage était bouffi par les larmes. Elle serrait contre elle un sac de bijoux fantaisie bon marché, s'imaginant encore qu'ils avaient de la valeur, alors que Diane les avait achetés à l'origine comme de simples éléments de décoration. La panique financière de Julien atteignit son paroxysme. Il avait perdu ses biens, mais aussi toute sa réputation. Ce matin-là, il essaya d'appeler quelques contacts professionnels pour emprunter de l'argent. Personne ne répondit. Certains lui envoyèrent de brefs messages, lui demandant s'il avait vu l'interview virale de Diane, accompagnée d'émojis moqueurs. Julien comprit que Diane ne l'avait pas seulement détruit juridiquement, elle l'avait anéanti socialement. Il se leva du matelas affaissé et regarda la table de cuisine vide. Il ouvrit le mini-frigo bruyant. Il n'y avait qu'une bouteille d'eau du robinet et un morceau de fromage rassis. Son estomac se tordit de douleur à cause de la faim. À l'hôtel particulier, il se réveillait avec des petits déjeuners gourmets préparés par Diaz ou par un chef privé. Maintenant, il devait se battre juste pour s'offrir un café soluble. Alors que Julien sombrait dans la dépression et la faim, Marguerite se réveilla, les yeux embrumés. « Julien, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous devons faire quelque chose. Nous devons aller la voir. Nous devons nous mettre à genoux, supplia-t-elle. Julien secoua la tête. « C'est inutile, maman. Maître Comartin a dit qu'elle refusait de nous voir. Toute communication passe par les avocats. Diane a changé. Elle est devenue impitoyable. Ce n'est plus la femme que nous connaissions. Elle est devenue impitoyable parce que tu l'as poussée à bout, Julien. » rétorqua Marguerite brusquement, même si elle savait qu'elle était tout aussi coupable. « Si tu ne l'avais pas quittée alors qu'elle était malade, si nous ne l'avions pas traitée comme une moins que rien, nous ne vivrions pas dans ce trou à rats. » Le regret commençait à lui ronger le cœur, non par conscience morale, mais à cause des conséquences brutales qu'il devait maintenant subir. Pendant leur dispute, la vieille télévision dans le coin s'alluma. Sur l'écran, on voyait Nathalie, la meilleure amie de Diane, invitée sur le plateau d'un talk-show très populaire. Elle avait été conviée pour commenter la saga du divorce de Diane, devenue virale. Julien et Marguerite se turent instantanément. Ils fixèrent l'écran, les yeux écarquillés, le visage perdant à nouveau toutes ses couleurs. Nathalie, chic et incroyablement sûre d'elle, était assise sur le canapé luxueux du studio. « Bonjour Nathalie. L'histoire du divorce de votre amie Diane captive le pays tout entier. Pouvez-vous confirmer s'il est vrai que son ex, Julien, a déjà perdu tous les biens dont il se vantait ?» demanda l'animatrice avec enthousiasme. Nathalie afficha un sourire calme et entendu. « Oui, c'est tout à fait vrai. Diane a demandé le divorce et tous les biens, y compris la propriété, les véhicules et la grande majorité du capital liquide que Julien utilisait, ont déjà été légalement restitués au bilan de la société de Diane. Je tiens à préciser un point crucial. Julien s'est toujours pavané en se faisant passer pour le propriétaire de ses biens. En réalité, il n'était rien de plus qu'un utilisateur autorisé bénéficiant d'une allocation entièrement financée par Diane. Le visage de Julien devint d'une pâleur maladive dans ce triste appartement d'Aubervilliers. Marguerite lui planta ses ongles dans le bras. Il savait que chaque mot prononcé par Nathalie était un clou supplémentaire enfoncé dans le cercueil de sa réputation. L'animatrice poursuivit. On raconte aussi que Diane a été abandonnée à l'hôpital et insultée. Avez-vous des preuves de ces allégations ? Nathalie hocha la tête. Oui, nous avons des enregistrements audio et vidéo très clairs de Julien entrant dans sa chambre d'hôpital, la traitant de fardeau et se vantant de lui avoir volé ses actifs. Ces preuves sont en cours de soumission au tribunal de la famille. Mais pour que cela serve de leçon publique, Diane nous a autorisé à diffuser un court extrait de cet enregistrement aujourd'hui. Un silence dramatique plana sur le studio. Puis, la voix de Julien, dégoulinante de mépris et d'une suffisance injustifiée, retentit sur TF1. « Eh bien, ma chère petite femme malade, j'ai déjà demandé le divorce. J'ai pris l'hôtel particulier de luxe et tous les biens, et je les ai donnés à ma future femme. » Hein ? Julien et Marguerite reculèrent physiquement sur leur canapé défoncé. Cet enregistrement était un déshonneur public dont on ne pouvait jamais se remettre. Julien se boucha les oreilles. « Non, éteins ça. Éteins la télé, maman !» hurla-t-il. Mais Marguerite restait pétrifiée. Elle regardait son fils, autrefois si fier, exposé devant la nation entière comme un fraudeur cruel et menteur. L'animatrice soupira lourdement. C'est vraiment brutal. Il semble donc que Julien ait tout perdu, y compris sa dignité humaine fondamentale, en moins de 48 heures.
Tout cela parce qu'il a gravement sous-estimé sa femme, qui se trouvait être multimillionnaire. Nathalie regarda directement la caméra. Exactement. Diane n'a pas agi par hystérie, elle a agi par pur principe. Elle voulait prouver que son argent, son pouvoir et sa liberté n'appartiennent qu'à elle. Aucun homme n'a le droit de revendiquer de façon dégradante ce qu'il n'a pas gagné. Julien a eu exactement ce qu'il méritait. Il a tout perdu à cause de sa propre arrogance et de son aveuglement total face à la valeur de la femme qui se tenait juste à ses côtés. Quand Nathalie eut fini de parler, Julien sentit le regard haineux de sa mère brûler sur lui. Marguerite se leva et pointa un doigt tremblant vers lui. « Tu nous as détruits, Julien. Tout a disparu à cause de ta sale bouche arrogante. Nous n'avons plus rien du tout. J'ai tellement honte de toi. » Julien essaya de se défendre. « Je ne savais pas, maman. Je te jure que je n'avais aucune idée qu'elle était aussi riche. Elle s'habillait toujours si simplement. Elle se plaignait toujours de ne pas se sentir bien. Comment étais-je censée le savoir? Parce que tu n'as jamais pris la peine de t'intéresser à elle, » répliqua Marguerite brusquement. « Tu n'as jamais pensé qu'à toi-même. Maintenant, tout le pays sait exactement quel genre d'ordure nous sommes. Nous sommes la risée nationale. » Le lendemain, Julien et Marguerite n'avaient plus le choix. Ils devaient désespérément trouver du travail. Julien, qui se présentait auparavant comme un entrepreneur d'élite et un chef d'entreprise, essayait maintenant de se faire accepter comme chauffeur VTC en utilisant une voiture de location bon marché. Marguerite, l'ancienne mondaine en herbe qui passait ses journées dans les salons de luxe et les boutiques, fut forcée de prendre un emploi de caissière dans un magasin de déstockage miteux à la périphérie de la ville. Chaque jour, ils devaient ravaler leur fierté. Certains clients les reconnaissaient à cause de l'interview virale de Diane et des passages de Nathalie à la télévision. Certains les regardaient avec pitié, d'autres leur lançaient des commentaires cinglants et moqueurs. Julien et Marguerite comprirent enfin que la vengeance de Diane ne consistait pas seulement à récupérer son argent. Il s'agissait de leur renvoyer exactement l'humiliation qu'ils lui avaient infligée. Diane avait exposé cette humiliation sur la scène nationale, s'assurant que leurs égos soient brisés en 1 million de morceaux irréparables. Désormais, ils vivaient dans un état de regret perpétuel, pleinement conscients que la femme qu'ils avaient jetée cruellement était leur seul bouclier et leur unique source de luxe. Chaque jour, Julien regardait des photos de Diane en ligne, comparant la femme qu'il pensait autrefois faible à la figure puissante qui dominait désormais le monde des affaires. Le regret devint une maladie bien plus mortelle que l'épuisement professionnel dont Diane avait souffert. 3 semaines passèrent depuis que Diane avait déposé sa demande de divorce, et Julien avait tout perdu. Aujourd'hui était le premier jour des audiences au tribunal. L'atmosphère au tribunal de la famille de Paris était incroyablement tendue. Des journalistes et des curieux s'entassaient dans la galerie, attirés par cette saga virale d'infidélité, d'humiliation et de millions cachés. Diane est arrivée flanquée de sa sécurité privée, de maître Jonathan Comartin et de sa fidèle amie Nathalie. Elle portait un tailleur de créateur sombre et élégant qui dégageait une puissance absolue et un calme inébranlable. Elle se tenait parfaitement droite, regardant droit devant elle, refusant d'accorder à son ex-mari ne serait-ce qu'une fraction de seconde d'attention. Julien et Marguerite semblaient totalement transformés. Julien était hâve, vêtu d'un vieux costume mal ajusté. Marguerite, qui aimait tant les bijoux voyants et les marques de luxe, est arrivée avec des vêtements simples et bon marché, essayant désespérément de cacher son visage face au flash des caméras. Ils étaient accompagnés d'un jeune avocat commis d'office, visiblement inexpérimenté. Julien l'avait engagé avec les tout derniers euros qu'il avait pu racler. Quand l'audience a commencé, Julien a essayé de croiser le regard de Diane. Il espérait y voir ne serait-ce qu'une once de chaleur ou de pitié, mais il n'y trouva que le regard froid, calculé et tranchant comme une lame d'un prédateur du monde des affaires. Le cœur de Julien sombra. Il comprit alors que la Diane faible et soumise qu'il pensait connaître était bel et bien morte et enterrée. Maître Jonathan Comartin a pris la parole pour la première partie de l'audience. D'une voix forte et autoritaire, il a exposé les détails de la demande de divorce, abandon du conjoint, violences verbales dégradantes et trahison durant une période de vulnérabilité médicale. Il a diffusé l'enregistrement audio de Julien insultant Diane dans sa suite à l'hôpital. Un silence de mort envahit la salle d'audience. L'avocat principal de Julien tenta de soutenir que son client était sous un stress émotionnel extrême et que l'enregistrement était sorti de son contexte, mais les dégâts étaient irrémédiables. Vint ensuite la phase la plus critique, la divulgation complète des actifs financiers. Maître Jonathan Comartin présenta une avalanche de preuves irréfutables. Il soumit le contrat de mariage en séparation de biens, portant la signature de Julien, stipulant clairement que tous les actifs acquis par les entités commerciales de Diane appartenaient exclusivement à Diane. L'avocat a ensuite pleinement révélé la véritable identité de Diane au tribunal. Monsieur le juge, ma cliente, Diane, a passé des années à cacher sa véritable identité dans une tentative désespérée de préserver son mariage. Elle est la PDG et l'unique propriétaire d'Innovat Global, une entreprise de technologie spécialisée en intelligence artificielle, gérant des contrats et des développements évalués à plusieurs milliards d'euros. Des chuchotements bruyants éclatèrent dans la galerie. Julien et Marguerite furent à nouveau visiblement ébranlés.
Oui, ils avaient vu les interviews à la télé, mais l'entendre officialiser devant un tribunal avec des documents financiers concrets, c'était comme être percuté par un train de marchandises. Jonathan projeta le résumé financier de Diane sur les écrans du tribunal. Le revenu mensuel net de ma cliente s'élève en moyenne à environ 500 000 euros. Chaque bien immobilier que Julien prétendait posséder, le domaine de Neuilly-sur-Seine, les véhicules de luxe, les portefeuilles d'investissement, tout cela a été acquis par ma cliente via des fonds d'entreprise en tant qu'actif opérationnel. Les structures de holding ont été organisées spécifiquement pour que Julien se sente à l'aise dans son rôle supposé de chef de famille. Julien bondit de sa chaise, le visage brûlant d'un mélange explosif de rage et de désespoir pur. C'est un mensonge, tout n'est que fraude. Si elle est si incroyablement riche, pourquoi a-t-elle toujours agi comme si elle était malade? Pourquoi s'habillait-elle comme une moins que rien? Hurla-t-il, les larmes coulant sur son visage. Le juge frappa de son marteau, exigeant l'ordre. Diane regarda Julien, et pour la première fois dans la salle d'audience, s'adressa directement à lui. J'étais malade parce que j'étais physiquement épuisée de couvrir tes mensonges et de financer ton ego démesuré. Julien, dit-elle calmement, bien que chaque mot tranche comme un scalpel. Je m'habillais simplement parce que je voulais que tu m'aimes moi et non mon compte en banque. Mais tu n'as même pas été capable de m'aimer quand j'étais au plus bas. Tu ne t'es jamais soucié que de l'argent que tu croyais, par illusion, être le tien. Julien tenta de répliquer. Tu m'as arnaqué, tu m'as caché tout ça. Maître Jonathan Comartin intervint immédiatement. Julien, ma cliente ne vous a pas arnaqué. Vous vous êtes arnaqué vous-même juridiquement. Vous avez signé un contrat contraignant qui séparait explicitement tous les biens. Ma cliente a conservé son droit à la confidentialité financière. Vous, en revanche, avez abandonné votre conjoint dans un établissement médical et avez tenté de saisir illégalement des actifs de l'entreprise. L'avocat de Julien essaya désespérément de faire valoir que Diane devait à Julien une compensation financière pour la détresse émotionnelle sévère causée par son identité cachée. Jonathan démantela rapidement l'argument. Détresse émotionnelle? Ma cliente est la seule partie ici en droit de réclamer une telle détresse. Julien l'a traitée de fardeau alors qu'elle luttait contre un épuisement médical sévère causé par le stress. Nous avons les preuves vidéo. Nous avons la preuve que Julien a demandé une autre femme en mariage exactement 2 jours, après avoir décidé de divorcer de ma cliente. Nous avons la preuve documentée qu'il n'avait absolument aucune connaissance, et encore moins de participation, dans la création de la fortune de Diane. Jonathan posa une pile de relevés bancaires, prouvant que chaque centime dépensé provenait des comptes professionnels de Diane. Diane se leva alors. Elle s'adressa au juge, mais ses yeux étaient fixés sur Julien et Marguerite. « Monsieur le juge, je ne souhaite qu'un divorce propre et digne. Je ne demande absolument rien à Julien. Je veux simplement qu'il restitue tous les actifs résiduels qu'il a tenté de voler, et je demande une ordonnance judiciaire stricte pour qu'il ne m'approche plus. J'ai perdu 5 ans de ma vie à essayer d'aimer un homme qui n'était capable d'aimer que l'argent. Maintenant, je veux commencer ma vraie vie, et j'espère sincèrement que mon histoire servira de leçon à tout le monde. Ne sous-estimez jamais une femme qui semble faible, car lorsqu'elle décide enfin de se tenir droite, plus personne ne pourra jamais la briser. » Julien et Marguerite baissèrent la tête, leur visage rouge de honte. Assis dans cette salle d'audience, ils comprirent qu'ils n'avaient pas un seul argument valable. Julien était officiellement un homme divorcé pour abandon, violence verbale et trahison flagrante. Et pire que tout, le monde entier savait désormais que pendant 5 ans, il avait vécu entièrement de la charité de la femme même qu'il maltraitait. L'audience fut ajournée en attendant la décision finale du juge. Diane quitta rapidement la salle, entourée de journalistes. Elle n'offrit qu'un sourire mystérieux et confiant. Julien et Marguerite restèrent cloués à leur siège dans la salle qui se vidait rapidement. Désormais, tout ce qu'il leur restait, c'était la possibilité de se rejeter la faute l'un sur l'autre. « Tout est de ta faute, maman. Pourquoi l'as-tu constamment rabaissé? Maintenant, tout le pays pense que nous sommes des voleurs et des imposteurs, » cria Julien, la voix brisée. « C'est toi qui l'as trompée, Julien. Tu l'as jetée comme une ordure quand elle était malade. Tu étais trop aveugle pour voir qui elle était vraiment, » rétorqua Marguerite, les larmes coulant sur son visage ridé. Ils comprirent enfin tous les deux que cette audience n'avait pas seulement mis fin officiellement au mariage. Elle avait définitivement détruit leur réputation et verrouillé à jamais la porte de leur ancienne vie luxueuse. Diane avait remporté une victoire éclatante, prouvant que la vraie puissance ne se trouve pas dans un statut emprunté, mais dans l'intelligence, le travail acharné et cette force intérieure qu'ils avaient sous-estimée pendant bien trop longtemps. À la suite de cette première audience dévastatrice, Julien et Marguerite se retrouvèrent au plus bas. La couverture médiatique incessante du procès ne fit qu'accélérer leur chute. Julien fut renvoyé de son job de chauffeur VTC lorsque des passagers le reconnurent à cause du scandale viral et se plaignirent. Marguerite fut licenciée du magasin de déstockage parce que les clients locaux ne cessaient de l'identifier, chuchotant sur sa honte publique et créant un environnement toxique pour le commerce. Désormais, il n'avait plus rien. Plus de travail, plus d'argent et des réputations radioactives.
La vie dans l'appartement exigu d'Aubervilliers ressemblait à une véritable prison, imprégnée d'une odeur de moisissure et d'un regret étouffant. Julien et Marguerite réalisèrent une vérité indéniable. Ils ne pouvaient pas aller de l'avant sans avoir personnellement supplié Diane de leur pardonner. Ils décidèrent de tenter une ultime confrontation, non pas pour exiger le retour de leurs biens, mais pour quémander un peu de pitié et peut-être une minuscule aide financière. Ils décidèrent de tendre une embuscade à Diane devant le siège social d'Innovat Global, l'immense gratte-ciel de verre du Triangle d'Or qui s'élevait désormais comme un monument à la puissance suprême de son ex-femme. Cet après-midi-là, Julien et Marguerite se tenaient sur le trottoir parisien animé, juste en face de la tour massive. Julien portait une chemise à boutons froissés et tachée. Marguerite paraissait frêle et avait visiblement vieilli. Ils attendirent des heures, endurant les regards étranges et réprobateurs des passants qui les reconnaissaient depuis les reportages sur TF1. À l'approche du soir, un convoi de SUV noir de luxe s'arrêta devant l'entrée principale. Diane sortit du premier véhicule. Elle était flanquée de maître Jonathan Comartin, de Nathalie et de son équipe de sécurité personnelle. Elle semblait impeccable, puissante et intouchable. Des lunettes de soleil de créateur masquaient son regard de glace. En l'apercevant, Julien et Marguerite traversèrent la rue en courant, bousculant la foule. La sécurité s'interposa immédiatement, mais ils continuaient de se débattre. « Diane, attends, je t'en supplie !» hurla Julien, la voix brisée par l'émotion. Diane s'arrêta. Elle abaissa lentement ses lunettes et fixa Julien et Marguerite d'un regard plat et perçant. Puis, d'un geste subtil, elle ordonna à sa sécurité de reculer, comme pour laisser cet acte final pathétique se jouer. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ? N'avions-nous pas explicitement convenu que toute communication passerait par nos avocats ?» demanda-t-elle. Sa voix était d'un calme terrifiant, presque glacial. C'était un contraste frappant avec le visage de Julien, déjà trempé de larmes. Julien tomba à genoux là, sur le bitume parisien. Pour un homme qui avait été autrefois si odieusement arrogant, c'était un spectacle profondément dégradant. « Diane, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'ai eu tort. Je suis l'homme le plus stupide de la Terre. J'ai jeté un diamant pour des ordures, sanglota-t-il ouvertement. Je n'avais aucune idée que tu étais si riche. J'ai été aveuglé par mon propre ego. Pardonne-moi pour toutes les choses cruelles que j'ai dites. Je ne demande pas à récupérer l'hôtel particulier. Donne-moi juste un travail, s'il te plaît. Je n'ai absolument plus rien. Diane, maman a aussi perdu son travail. » Marguerite tomba elle aussi à genoux. Il ne restait plus la moindre trace de son snobisme d'autrefois. Elle saisit désespérément le pan du manteau de luxe de Diane. « Diane, ma chérie, je t'en supplie. S'il te plaît, pardonne-moi. C'était ma faute. Je t'ai toujours si maltraitée. Je le regrette profondément, ma petite. Je regrette de t'avoir un jour traitée de femme maudite. Je ne savais pas que tu étais l'ange qui maintenait toute notre vie debout. S'il te plaît, ne laisse pas mon fils devenir un sans-abri. » Nous n'avons plus rien, hurla Marguerite, ses larmes s'écrasant sur le sol. Nathalie et Jonathan observaient ce remords bien trop tardif dans un silence absolu. Diane regardait Julien, et Marguerite rampait à ses pieds. Elle prit une profonde inspiration et, lorsqu'elle parla, sa voix était totalement dépourvue d'émotion. « Du remords ? Tu n'es désolé que parce que tu as perdu mon argent, Julien. Marguerite, tu n'es pas désolée parce que tu m'as brisé le cœur. Si j'étais encore cette épouse souffrante que vous pensiez pauvre, vous ne seriez jamais ici à genoux à me supplier de vous pardonner. » Diane fit un pas en arrière délibéré, dégageant son manteau de l'emprise de Marguerite. « Je vous ai donné une chance, 5 années entières. Pendant 5 ans, je vous ai laissé vivre comme des rois. Pendant 5 ans, j'ai espéré que vous reconnaîtriez enfin ma vraie valeur. Pas seulement mes comptes bancaires, mais moi. Et qu'avez-vous fait ? Vous vous êtes moqué de moi. Vous m'avez jeté comme un déchet. Vous avez essayé de tout me voler au moment précis où vous pensiez que j'étais trop faible pour me défendre. » Elle fixa Julien dans les yeux. « Je ne te donnerai pas de travail, Julien. Je ne te donnerai pas un seul centime. Si je te tire d'affaire maintenant, tu n'apprendras jamais. Tu as besoin de comprendre ce que cela signifie réellement de construire une vie à partir de zéro, sans le masque du luxe, et complètement sans mon argent. Tu dois ressentir ce que l'on éprouve lorsqu'on est brutalement sous-estimé, exactement comme tu m'as sous-estimé. » Julien s'élança vers l'avant, essayant de lui saisir la main. « Mais nous étions heureux autrefois. » Diane retira brusquement sa main. « Ton ex-mari. Et nous n'avons jamais été heureux. Nous vivions dans un mensonge. Aujourd'hui, ce mensonge est mort. Je suis devenue la vraie Diane. Et dans mon monde, il n'y a plus aucune place pour toi. » Elle tourna son regard vers Marguerite. « Marguerite, j'espère vraiment que tu finiras par comprendre que la valeur d'une femme ne se détermine pas par la richesse de la famille dans laquelle elle est née, mais par la force de son propre cœur. Je te souhaite la paix, et j'espère que tu apprendras à gagner honnêtement ta vie. » Diane fit signe à son équipe de sécurité. « Emmenez-les et assurez-vous qu'ils ne soient plus jamais autorisés à approcher ce bâtiment. » Les gardes relevèrent sans effort Julien et Marguerite. Julien se débattait et criait le nom de Diane encore et encore, mais elle franchissait déjà les portes-tambours en verre du luxueux gratte-ciel, sans un seul regard en arrière. Leurs larmes se mêlaient désormais à l'acide brûlant de la honte publique. Diane avait définitivement verrouillé toutes les portes. Julien et Marguerite restaient là, sur le pavé froid de Paris, leurs regrets pesant plus lourd qu'une tonne d'or massif.
Julien leva les yeux vers l'immense gratte-ciel, comprenant enfin qu'il n'avait pas seulement perdu une femme riche. Il avait perdu une partenaire brillante et formidable. Il réalisa que Diane n'avait jamais été cruelle. Elle leur avait simplement remis les conséquences exactes qu'ils avaient violemment méritées. Julien entoura sa mère en pleurs de ses bras et accepta la vérité. Leur vie était véritablement détruite, et c'était eux qui avaient tenu la masse. Cette ultime confrontation cimentait la réalité. Diane était allée de l'avant, les laissant piégés dans un passé entièrement défini par le regret. Après cette scène humiliante devant le siège social de Diane, Julien et Marguerite retournèrent à leur appartement, l'esprit totalement brisé. Ils savaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Diane les avait exclus, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Leur remords n'était plus une mise en scène destinée à l'attendrir. C'était un poids physique qu'il devait désormais traîner chaque jour. Pendant des semaines, Julien essaya d'appeler Mélanie, sa mariée fugitive qui avait disparu le jour de la saisie des biens. Il espérait désespérément qu'elle possède une once d'empathie humaine, ou à tout le moins, quelques euros à lui donner. Mais chaque appel tombait directement sur sa messagerie. Finalement, Julien rassembla assez de monnaie pour prendre le métro et se rendit dans la tour de luxe où Mélanie louait autrefois un appartement. Il arriva avec une boule d'angoisse dans la poitrine. À la réception, il fut arrêté par un portier indifférent. « Désolé, monsieur. Mélanie a déménagé il y a 2 semaines. Elle a vidé le logement et a résilié son bail », déclara le portier sans détour. « Elle est partie ? Où a-t-elle laissé sa nouvelle adresse ?» demanda Julien d'une voix presque suppliante. Le portier secoua la tête. « Aucune adresse de suivi. Elle a juste fait une énorme valise et est partie précipitamment. » On aurait dit qu'elle avait un vol à prendre. Julien sentit son monde s'effondrer pour la 100e fois. Mélanie, la femme qu'il avait choisie à la place de Diane, la femme qu'il croyait capable d'élever son statut et de lui apporter le vrai bonheur, s'était évaporée dès qu'elle avait compris que ses comptes bancaires étaient vides. Mélanie ne s'était jamais souciée que des actifs. Quand l'argent avait disparu, elle aussi. Julien reconnut enfin l'hypocrisie flagrante de Mélanie et à quel point il avait été stupide de la comparer un jour à Diane. Diane, même en cachant son immense fortune, était restée à ses côtés. Mélanie n'existait que là où l'argent coulait. Julien retourna à Aubervilliers avec ses tristes nouvelles. Marguerite l'attendait avec anxiété et sombra instantanément dans une crise d'hystérie. « Elle nous a quittés, cette petite. Elle ne voulait que notre argent. Quelle coureuse de dot sans vergogne !» hurla-t-elle. « Arrête, maman. Elle n'est pas pire que moi. Nous avons tous les deux été complètement aveuglés par l'avidité, » rétorqua Julien. Mais cette fois, sa voix avait le ton pesant d'un remords sincère. L'amertume extrême de sa situation le forçait enfin à regarder non seulement ses circonstances atroces, mais aussi ses propres erreurs catastrophiques. La situation financière de Julien et Marguerite toucha le fond. Ils commencèrent à mettre au mont-de-piété leurs derniers objets personnels, les montres de créateurs que Diane avait achetées pour Julien et les quelques bijoux que Marguerite étalait autrefois dans les cercles mondains. Le peu d'argent liquide qu'ils en tiraient couvrait à peine les courses pour quelques jours. Ils survivaient grâce à des nouilles instantanées, du pain de premier prix rassis et toutes les boîtes de conserve cabossées qu'ils trouvaient en promotion. C'était un contraste physiquement douloureux avec les dîners étoilés au Michelin qu'ils tenaient autrefois pour acquis. Une nuit, Julien a été pris d'une forte fièvre. Marguerite a tenté de le soigner avec les quelques médicaments périmés qu'elle avait pu dénicher au fond d'un tiroir. Julien s'agitait dans son sommeil, appelant Diane dans son délire. « Diane, s'il te plaît, pardonne-moi, aide-moi. » Marguerite s'est assise près du matelas défoncé, les larmes coulant sur ses mains. « Je sais, mon fils, je sais, je le regrette aussi. Diane était une femme bien. Si seulement nous n'avions pas été aussi aveugles. » Elle a serré son fils malade contre elle, et pour la toute première fois, elle a vraiment senti le poids écrasant du karma qui venait réclamer son dû. Pendant ce temps, la saga du divorce de Diane continuait de faire la une de TF1. Diane, aux côtés de Nathalie et de maître Jonathan Comartin, a tenu une grande conférence de presse. Mais cette fois, il n'était pas question de drama. Il s'agissait de philanthropie. Diane a officiellement annoncé qu'une part massive des fonds récupérés sur les comptes de Julien serait versée à des œuvres caritatives, notamment pour financer des incubateurs technologiques et des écoles pour jeunes filles défavorisées. Je veux prouver que l'argent autrefois utilisé pour nourrir l'arrogance et la vanité peut être redirigé pour servir le bien commun. Je refuse que ces fonds portent les résidus toxiques du passé. Qu'ils deviennent un nouveau départ, pas seulement pour moi, mais pour des milliers de jeunes femmes, a déclaré Diane face au flash des photographes, affichant un sourire radieux et sincère. Julien et Marguerite regardaient la conférence de presse sur leur vieille télévision cabossée, se partageant un simple bol de soupe bon marché. Julien fixait l'écran. Diane rayonnait littéralement d'une dignité absolue. « C'est vraiment une femme incroyable », a-t-il chuchoté, la voix chargée d'une admiration bien trop tardive. « Elle n'est pas seulement riche, elle a un cœur d'or, et je l'ai jetée comme si elle n'était rien. » Marguerite pleurait en silence. Elle regardait Diane, cette femme qu'elle avait sans cesse rabaissée, être saluée comme une héroïne nationale. Elle comparait le destin de Diane au sien. Diane s'était envolée vers les sommets. Il s'était écrasé dans la boue.
Le vrai regret a finalement brisé le cœur de Marguerite en regardant son fils, malade, démuni, abandonné par l'intéressé qu'il avait choisi, et totalement oublié du monde. La fortune de Diane, ses 500 000 euros par mois, était devenue pour eux un conte de fées douloureux, un rappel moqueur et constant de leur monumentale stupidité et de leur orgueil. Ils avaient touché le fond. Une faillite totale. Pas seulement financière, mais morale et spirituelle. Ils savaient que personne ne viendrait les sauver. Julien et Marguerite devaient tout assumer. Les conséquences brutales et inévitables de leurs propres actes. C'était un karma financier méticuleusement orchestré par la femme, même qu'ils avaient dédaigné avec arrogance en la traitant de simple épouse fragile. Ils devaient tout reconstruire de zéro. Sans luxe, sans reconnaissance et totalement sans espoir. Une année entière passa. Le monde continuait de tourner, portant Diane vers des sommets sans précédent, tout en enterrant Julien et Marguerite dans la pauvreté et le regret perpétuel. Diane ne se cachait plus dans l'ombre. Elle était désormais une PDG de renommée mondiale, une icône inspirante qui avait hissé Innovate Global à un niveau de succès dont la plupart des entrepreneurs ne font que rêver. Elle faisait la couverture des plus grands magazines économiques, comme Forbes et Fortune. Elle était respectée par ses pairs et aimée du public pour sa vengeance élégante et dévastatrice, ainsi que pour ses vastes initiatives philanthropiques. Diane n'avait pas seulement bâti un empire. Elle avait créé le modèle ultime pour toute femme sous-estimée refusant d'être brisée. Dans un retour de flamme poétique au goût délicieux, Diane a transformé l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine qu'elle avait saisi à Julien en un incubateur entièrement financé pour de jeunes créatrices de start-up. Elle vivait désormais dans un somptueux penthouse à Paris qu'elle avait elle-même conçu, loin des souvenirs amers de son ancien mariage. Nathalie avait été promue vice-présidente de l'entreprise et restait le bras droit farouchement loyal de Diane. Un soir, Diane terminait une réunion de haut niveau. Elle respirait la santé, rayonnait et riait librement. Le stress écrasant qui l'avait autrefois menée à l'hôpital avait disparu, remplacé par une joie authentique et un profond accomplissement. Diane a souri chaleureusement quand maître Jonathan Comartin est entré dans son bureau avec une dernière pile de documents. Le jugement définitif du divorce avait été officiellement enregistré. Félicitations. Diane a dit Jonathan en faisant glisser les papiers sur le bureau en verre. Vous êtes entièrement libre. Il n'y a plus aucun lien juridique ou financier avec Julien. Tous les actifs sont définitivement sécurisés et intégrés. Merci Jonathan. Vous avez été bien plus qu'un simple avocat pour moi, a répondu Diane. Elle a jeté un œil au sceau du tribunal, puis a calmement rangé le dossier dans un tiroir. Maintenant, concentrons-nous sur notre nouveau projet d'expansion en Europe. Le passé est officiellement derrière nous. Le sort de Julien et Marguerite ne pouvait pas être plus différent. Après un an à galérer pour garder des petits boulots payés au SMIC, ils avaient été expulsés de leur appartement d'Aubervilliers et forcés de louer une chambre miteuse dans une pension de famille au fin fond de Saint-Denis. Julien survivait grâce à des travaux manuels épuisants, gagnant tout juste de quoi ne pas mourir de faim. Il ne pouvait plus se cacher. Sa réputation était totalement anéantie. Chaque fois qu'il décrochait un entretien pour un poste correct, les recruteurs tapaient inévitablement son nom sur Google et les vidéos virales de l'interview de Diane et de sa propre crise de colère à l'hôpital le disqualifiaient instantanément. Marguerite avait vieilli de 10 ans en une seule année. Sa santé déclinait rapidement à cause d'une mauvaise alimentation et d'un stress chronique. Elle passait presque tout son temps enfermée dans cette petite chambre louée. Il ne restait plus une once d'arrogance en elle. Chaque jour, elle se rejouait les insultes cruelles qu'elle lançait autrefois à Diane. Et elle pleurait, non seulement parce que sa vie était misérable, mais parce qu'elle comprenait enfin qu'elle avait activement contribué à détruire l'avenir de son propre fils. Une nuit de pluie, Julien était assis sur un banc rouillé devant la pension de famille. À travers la vitre d'un snack bon marché de l'autre côté de la rue, il a vu un écran de télévision. C'était Diane. Elle prononçait le discours d'ouverture d'un grand sommet international sur le leadership. La véritable force d'une femme ne se mesure pas au statut de l'homme à ses côtés, mais à la droiture de sa posture après que l'on a tenté de la briser. La voix de Diane résonnait à la télévision. Ne laissez jamais personne dicter votre valeur. La véritable couronne d'une femme, c'est son intégrité, son intellect et son indépendance financière absolue. Julien fixait l'écran, la pluie se mêlant aux larmes sur son visage. Il ne détestait plus Diane, il l'admirait, et il étouffait sous le poids des regrets. Il a réalisé qu'il n'avait pas seulement divorcé de sa femme, il avait divorcé de son propre bonheur, de sa dignité et de son honneur. Il avait échangé une femme brillante et loyale, qui lui offrait le monde contre une poussée d'ego éphémère et pathétique. Désormais, le regret était le seul bien qu'il possédait. De l'intérieur de la pension humide, Marguerite l'a appelé d'une voix frêle et rauque. « Julien, je dois te demander de me pardonner. Tout est de ma faute. Je t'ai élevé pour être un homme arrogant. Nous avons été si incroyablement cruels envers Diane. C'est notre karma, mon fils. » Julien est entré et a serré sa mère grelottante dans ses bras. « Nous devons l'accepter, maman. Diane avait raison. Nous devons tout reconstruire de zéro. » Mais cette fois, sans arrogance, et sans essayer de voler ce qui ne nous appartient pas. De l'autre côté de la Seine, dans une tour étincelante de Paris, Diane portait un toast à une nouvelle étape.
Elle ne cherchait plus ni l'amour, ni la vengeance. Elle avait trouvé le plus grand des amours en elle-même, dans son empire, et dans cette liberté absolue qu'elle avait reconquise de force. Elle passait sa soirée à dîner avec Nathalie et maître Jonathan Comartin, célébrant la paix et un succès exponentiel. Diane a prouvé que la plus belle des fins heureuses est celle où une femme prend la plume pour écrire son propre destin. Non pas comme la femme trophée de quelqu'un, non pas comme l'ombre de quelqu'un, mais comme la PDG brillante et respectée, Diane. Elle avait gagné la guerre contre l'humiliation, et la couronne de la véritable dignité reposait désormais fièrement et légitimement sur sa tête. Mes amis, c'est ainsi que se termine l'histoire de Diane. Souvenez-vous, ne sous-estimez jamais une femme qui semble faible, car lorsqu'elle se relèvera, elle ne vous demandera plus votre aide. Diane nous a appris que l'honneur et le respect de soi valent infiniment plus que des millions d'euros. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous pu pardonner à Julien et Marguerite après tout ce qu'ils ont fait? Ou auriez-vous fermé cette porte à double tour pour toujours, tout comme Diane l'a fait? Dites-nous dans les commentaires comment vous auriez réagi si vous aviez été à la place de Diane. Et dites-nous si vous avez déjà vécu une histoire similaire de trahison et de retour de bâton tardif. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires sur la justice, la famille, le karma et la force invincible de la dignité humaine.